notion là sur les développeurs, la carrière des développeurs, pour nous, elle commence à peu près à 6 ans d'expérience. Avant les 6 ans, on a fait les études, on a codé, on a travaillé à développer du logiciel, apprendre à développer du logiciel de qualité. Mais à partir de ce moment-là, 6 ans d'expérience, 10 ans, on a passé les 3 grades de la carrière de développeur, qui est assez linéaire. Apprendre à bien faire le métier, à bien coder, à bien comprendre les systèmes. Et l'étape importante, elle se trouve après. Donc il y a une notion de dual ladder, un choix de carrière, de soit je reste expert et je continue dans la track contributeur individuel, qui est toute une partie assez complexe de pouvoir laisser des seniors continuer de développer, continuer d'avoir un impact en tant qu'expert, en tant que contributeur individuel. Euh, et la track manager, qui elle aussi est pas si simple, parce qu'on pousse souvent les gens progressent à devenir manager, et tu vois qui est royal, mais dans des entreprises comme les nôtres, on essaye de favoriser au maximum des gens à rester un contributeur individuel tant que possible et d'avoir une démarche structurée autour des postes de ce qu'on appelle engineering manager, team lead pour d'autres entreprises. Donc on a ces deux, chez Malt et chez Back Market, on a ce qu'on appelle une dual ladder. Donc on a 2 grilles de progression et des équivalences de niveau de maturité pour que des experts puissent atteindre le même niveau que des managers de grosses équipes sans forcément être amenés à avoir du management. Il y a pas mal d'écrits et de théories là-dessus. Le petit résumé qu'on peut avoir, c'est chaque personne doit goûter un peu des deux, peut faire les deux, mais pas en même temps. Aujourd'hui, comme on a peu de temps, on va creuser la partie Engineering Manager, la première partie à droite, la branche un peu à droite. Quelles sont les qualités requises d'un Engineering Manager dans notre contexte d'équipe produit, d'équipe sur lesquelles on a besoin et on est éditeur de notre propre solution. Donc on a surtout besoin d'experts. On a des équipes autonomes. On n'est pas censé avoir besoin de managers. Donc pourquoi on en a besoin? Qu'est-ce qu'on fait avec ces managers-là? Cette idée, c'est d'avoir un peu cette exploration de la partie en bas à droite de la track engineering manager. Hop. Euh, sur cette partie-là, pour donner un petit peu un élément de repère, un des critères qu'on applique, c'est de savoir. Un des critères qu'on applique, c'est de savoir quelle est la zone d'impact de la personne en fonction de sa seniorité, que ce soit pour engineering manager ou pour les contributeurs individuels. On cherche à les aligner à une zone d'impact au-delà de l'équipe, passer ce cap des 6-8 ans d'expérience. Les gens sont dans des équipes, mais on cherche à ce qu'ils aient un impact supérieur. Ok, je vais le faire comme ça. Donc, pour illustrer justement en fait ce que ça veut dire aujourd'hui d'être engineering manager dans une entreprise, dans une organisation produit, on a pris le parti avec Dimitri de vous illustrer ça par 4 situations dans lesquelles on va attendre particulièrement d'un engineering manager d'apporter des solutions à son équipe ou du moins de construire, de venir avec l'équipe apporter des solutions. C'est sûrement des situations que vous avez dû déjà rencontrer et ça permet d'illustrer vraiment clairement ce que c'est qu'un engineering manager et tirer le trait, pourquoi pas, vers ce qu'on va attendre plus tard d'une personne qui va grandir dans cette échelle de management pour arriver jusqu'à VP Engineering ou Senior VP Engineering. La première situation qu'on voulait vous présenter, c'est une situation qui va, on va dire, si on est dans la pyramide des besoins d'une équipe produit, on est sur la base, vraiment la base dure de ce qu'on va attendre d'une équipe produit, c'est-à-dire la capacité de cette équipe à délivrer de la valeur de manière efficace, rapide, et surtout de le faire dans des bons niveaux de qualité. Donc ça signifie avoir un niveau de qualité ressenti par l'utilisateur final qui soit suffisamment bon. Et donc, vous connaissez, c'est quelque chose dont on parle souvent, le ratio qualité-vélocité. Donc, l'engineering manager, il est vraiment au cœur de cette problématique-là avec son équipe.
Et donc la situation typique qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer dans une équipe qui, on va dire, est un petit peu en souffrance, c'est la situation dans laquelle déployer en production de la valeur pour les utilisateurs finaux, eh ben, c'est problématique. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément très régulièrement. Et à chaque fois qu'on le fait, on va avoir des régressions, on va avoir des problèmes, des utilisateurs qui sont mécontents. Donc globalement, si on veut voir ça, comment est-ce qu'on le mesure, forcément le nombre de déploiements qui sont réalisés, et puis les feedbacks qu'on va obtenir aussi bien à travers du customer care, du support utilisateur, qu'au travers de NPS, etc. Donc les symptômes, je viens de vous en donner quelques-uns. Si on s'appuie sur un peu la littérature, vous avez sûrement dû entendre parler des DORA Metrics, qui sont donc 4 métriques clés qu'on suit au niveau d'une équipe engineering pour connaître un peu sa capacité à livrer de la valeur en continu. Donc une d'entre elles, le cycle time, justement, va représenter la durée de ce cycle, la fréquence de déploiement également. Et donc en fait, ce que ça va créer dans l'équipe au final, c'est des situations dans lesquelles en fait l'équipe est stressée, l'équipe manque de proactivité et va avoir aussi des difficultés à se committer sur un plan. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est assez important puisqu'il fait partie de notre vie d'équipe de développement, que de savoir en fait s'inscrire dans un plan et de donner de la visibilité aux stakeholders ou aux personnes avec qui on travaille pour pouvoir livrer cette valeur. Et donc, vous allez perdre ça forcément lorsque vous êtes dans cette situation, puisque l'équipe va, enfin c'est comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, voilà exactement. Donc je ne sais pas si elle était chaude ou froide, elle est froide. Voilà. Le rôle de l'engineering manager sur le sujet? Donc le rôle de l'engineering manager sur le sujet, on va attendre de lui déjà de comprendre que c'est un problème, de faire preuve d'empathie avec l'équipe, c'est-à-dire de ne pas la pousser coûte que coûte à aller droit dans le mur, mais au contraire de prendre un peu de recul avec l'équipe, d'en discuter avec elle et de définir en fait quels sont les axes d'amélioration, sûrement de l'outillage, lui laisser le temps à cette équipe de s'outiller, de mettre les choses au clair, de lui montrer quelles sont ses métriques, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, où est-ce qu'elle doit arriver demain. Donc là, c'est l'impact d'un engineering manager. C'est-à-dire que l'engineering manager va amener l'équipe à aller de une situation avec un niveau de métrique, le partager avec l'équipe et tendre à ce que l'équipe arrive à une deuxième situation qui est bien meilleure, avec des cycles plus courts, avec une qualité améliorée parce que des choses moins importantes à livrer, avec pourquoi pas, et on fait la stratégie avec l'équipe, créer du feature toggling, créer de la B-testing, etc. Deuxième critère? Deuxième critère. Donc là, en fait, c'est l'équipe peut être amenée à prendre, donc ça c'est, je dirais, une des forces qu'on attend d'une équipe, c'est justement sa proactivité. Et donc, en fait, entreprendre des initiatives sur lesquelles, en fait, on va avoir un ROI qui est assez questionnable, ou du moins, l'équipe ne va pas forcément elle-même se mettre en situation d'être impactante. Donc, d'être impactante vis-à-vis d'un problème à résoudre. Et ça, c'est bien un problème qui est souvent réglé. C'est-à-dire que, sous couvert d'innovation, une équipe va vouloir pousser à faire quelque chose, et une initiative technologique. Et donc là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour remettre un peu l'équipe sur les bonnes rails de « Ok, mais ça va apporter quoi tout ça ?» Et je pense que c'est des questions qu'on ne pose pas assez souvent aux équipes. Donc les symptômes, c'est l'équipe ne mesure pas de métriques de situation dans lesquelles elle se trouve avant et ne fait pas de plan sur où est-ce qu'elle va arriver. Dans les équipes produits, c'est pas le rôle du product manager de s'occuper de ça? Ça, c'est une très bonne question, effectivement. C'est le rôle du product manager, c'est effectivement de travailler sur l'impact de l'équipe, l'impact au niveau du business. Mais néanmoins, on va quand même aussi attendre d'une équipe engineering de qualité de prendre des initiatives, d'être à l'initiative des choses. Et donc, elle peut aussi bien travailler sur l'amélioration du produit que sur l'amélioration, par exemple, de son implémentation technologique. Et c'est pas parce qu'on veut travailler sur une résorption de la dette technique, par exemple, qu'on a une carte blanche pour le faire. Il faut qu'on le fasse de manière impactante. Donc, il faut qu'on mesure une situation avant, une situation après. C'est peut-être pour ça qu'on mélange produit et tech dans la même équipe. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une bonne remarque. Effectivement, on se complète sur ces sujets-là. Donc voilà, donc on peut observer des équipes qui peuvent être un peu déconnectées des besoins finaux des utilisateurs. On peut observer des équipes qui sont déconnectées des challenges technologiques importants de l'entreprise. Et donc l'engineering manager, là, il est là pour vraiment cultiver une culture, mettre en place une culture,
de orienter résultats au sein de l'équipe. Et ça, je pense que c'est clé. Et donc, ça doit se retrouver justement dans les différents ladders, enfin les différents niveaux que vous avez vus sur le chemin de carrière d'un engineering manager. Le pousser à un moment donné à travailler sur son propre impact fait vraiment partie du rôle de l'engineering manager. Et ça permet de faire grandir les développeurs justement dans le bénéfice ultime de l'entreprise, de son équipe, de sa tribe, etc. Défenseur du business. Exactement. Un troisième petit point. Un troisième petit point, c'est sur la culture de l'équipe. Et donc là, une situation typique, j'imagine, enfin, vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de situation, où une équipe ou une somme d'individus va se retrouver, va souvent être critique vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs. Va souvent juger ce que les autres font comme étant de moins bonne qualité ou alors moins intéressante ou moins impactante. Donc les syndromes qu'on peut voir, c'est des équipes qui vont se plaindre assez régulièrement de leurs stakeholders, de leurs partenaires, des équipes plateformes avec lesquelles elles travaillent, avoir un œil critique un peu sur tout, avoir aussi du coup un manque de trust, de confiance vis-à-vis de ces équipes-là, et donc aussi rejeter quelque part les frameworks qui peuvent être mis en place pour gouverner d'une manière un peu plus large la vision produit, la vision technologique. Des ingénieurs qui se plaignent. Ça peut arriver. C'est nouveau ça. Ça peut arriver de temps en temps, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tout cas, le rôle du manager ici, il est assez clé, puisqu'il doit d'abord faire comprendre à l'équipe à quel point c'est problématique. Donc là, en fait, on va amener quelque chose d'important qui est le courage managérial dont tout le monde parle. Et donc, être capable, en fait, avec des mots simples, d'expliquer que on fait tous partie du même bateau et qu'on va tous normalement dans la même direction. Et donc, éduquer l'équipe aussi à faire preuve d'empathie vis-à-vis du reste, vis-à-vis de ce qui l'entoure. Donc là, voilà, on va attendre du manager de prendre une certaine hauteur vis-à-vis de ça et lui faire reconnaître à l'équipe ou à la somme d'individus qui posent problème à quel point c'est un problème. Et donc, ça nécessite aussi, et donc là, coacher les gens à avoir développer une forme de leadership, leadership passant par le côté orienté résultat, orienté actionnable et non plus orienté problème. Donc voilà, ça. Et donc, quand un manager fait ça sur une équipe, forcément, on arrive à augmenter l'impact de l'équipe puisqu'on perd moins de temps. Et ça, l'engineering manager pioche dans son expérience. Tout à fait, il pioche dans son expérience. Il s'aide de ses... Alors, nous, on a mis ça en place, par exemple, chez Malte. On a une guilde, donc une communauté de pratique engineering management, où on s'entraide aussi en tant que manager, puisque quand vous passez manager, notamment après 6-7 ans d'expérience en tant qu'ingénieur, vous n'avez pas la science infuse forcément. Et c'est un véritable challenge que de passer manager. Et vous allez sûrement expérimenter la solitude du manager. C'est-à-dire face à une situation, face à un groupe qui a sa propre culture, sa propre dynamique. Et donc se céder aussi bien de la littérature que céder de ses collègues peut vraiment être clé. Un des choix qu'on fait tous, Malte, Back Market et puis d'autres, c'est d'avoir des managers qui sont techniques, qui ont le métier, qui ont l'expérience du métier pour pouvoir justement gagner la confiance et être vraiment en lien de l'équipe. On ne cherche pas à avoir des managers de métier, mais c'est plus des ingénieurs qui deviennent managers. Donc c'est ce point-là, et c'est pour ça que cet axe-là est ultra important, parce qu'ils ne l'ont pas forcément, ce n'est pas leur formation d'être manager, ils l'apprennent sur le tas. Donc ce lien de l'équipe et défendre l'entreprise n'est pas naturel. À eux de l'apprendre, à eux de le chercher et de le comprendre. Par contre, on leur coupe les deux bras, c'est-à-dire qu'on leur demande de ne plus coder. Et donc en fait, toute la force qu'ils pouvaient avoir au départ de leadership qu'ils pouvaient avoir en étant des experts technologiques, ils le perdent un petit peu, puisqu'on leur demande de plus forcément être un contributeur individuel, de ne pas résoudre les problèmes eux-mêmes, mais d'aider l'équipe à résoudre ses propres problèmes. Et donc c'est tout à fait d'autres types de compétences à mettre en œuvre. Avoir un impact supérieur au leur s'ils codaient. Exactement. 4e point. Et donc le dernier point qu'on voulait vous partager aussi, c'est une équipe qui va manquer d'innovation et de bonnes surprises. Et ça, c'est assez important. C'est-à-dire que comment est-ce qu'une équipe qui fait toujours la même chose, dans les mêmes conditions, avec les mêmes résultats... Que ce qu'on lui demande. On s'ennuie. On s'ennuie et cette équipe surtout ne progresse pas finalement. Et donc cette équipe n'est pas dans
essayer de trouver ces fameuses solutions qui vont pas seulement faire x2 ou faire x3, mais vont faire x10. Et donc, il faut mettre en place cette culture qui va favoriser l'innovation, d'une part, et d'autre part, il faut, à un moment donné, mettre un coup de starter. Donc, et l'engineering manager, c'est lui qui met le starter. C'est lui qui va démarrer cette innovation. Tu as des exemples en tête d'engineering managers qui peuvent avoir cet impact ou te faire des surprises? Ah ouais, tout à fait. Ouais, j'en ai quelques-uns. Sur Malte, par exemple, on avait une équipe qui devait travailler sur le financement des missions sur Malte. Un sujet qui est clé puisqu'il fait partie de la proposition de valeur numéro 1 de Malte, faciliter le financement des missions. Et donc, un engineering manager a aidé son équipe à trouver des solutions pour non pas atteindre l'objectif de base qui était de financer X% des missions, mais de financer quasiment l'intégralité. Et donc, en diversifiant les solutions à mettre en place. Donc, c'est un travail qui a été fait avec le product manager, mais c'est l'engineering manager qui était le starter. D'accord. Petite synthèse. Là, on a pris un prisme assez particulier sur ce rôle de l'engineering manager au sein des équipes. La logique voudrait qu'on n'en a pas besoin. Si on a des équipes d'ingénieurs qui sont des gens très capés, qui développent, qui sont accompagnés d'un product manager, on n'est pas censé avoir besoin d'un engineering manager. Donc la question, c'est pourquoi on en met un, pourquoi il est là. Et du coup, notre point de vue avec Guillaume, c'est qu'on a besoin de faire progresser le collectif de l'équipe. On peut avoir des méthodes agiles qui défendent le Scrum Master où les gens parlent le process et l'organisation. Je trouve que l'organisation avec un engineering manager qui pose un team lead, quelqu'un qui est responsable de l'équipe plus que le système, c'est extrêmement instructif de savoir comment mesurer son impact et sa performance lui. Donc comment on mesure la performance de l'équipe au-delà du système. Donc ça, c'est vraiment les questions que ça pose, que ce poste-là a pour mission de développer, de coder l'équipe. Là, c'est un petit peu ce qu'on cherche à dire, de crafting. On a le software craftsmanship, on a le team craftsmanship, où on a besoin d'un rôle plus que la méthode, plus que juste les process ou la partie agilité, coaching. C'est d'avoir quelqu'un qui est lié à l'équipe, qui fait corps avec l'équipe. Très généralement, les objectifs des engineering managers, c'est les objectifs de l'équipe. Il est jugé par le résultat de l'équipe, mais il n'a pas le droit de coder. Il ne code pas directement, parce qu'il ralentirait l'équipe en codant lui-même. Donc il doit avoir un impact indirect sur l'équipe. Et ce dont il doit s'occuper, et ce qu'il doit avoir appris par sa carrière, c'est à piloter une équipe. Donc c'était un peu le petit éclairage qu'on voulait vous donner sur une petite zone de la carrière, des carrières possibles des ingénieurs, passer le cap des 6-8 ans d'expérience, le choix de la carrière de management. C'était un petit peu nos clés basées sur nos expériences respectives dans l'univers produit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.